L'écho des cryptos, c'est le rendez-vous dédié à la compréhension des crypto-monnaies ou crypto-actifs dans Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Laurent Auvion. Bonjour Laurent Auvion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK qui assure d'ailleurs la vice-présidence de l'ADAN depuis plusieurs semaines à présent. Oui, on vient d'être élu. On a été élu au conseil d'administration de l'ADAN en juin dernier et à la vice-présidence il y a à peu près un mois maintenant. Félicitations donc au groupe DLPK. On va peut-être aborder du coup avec vous aussi les sujets réglementaires qu'on aborde souvent avec l'ADAN sur le plateau de l'émission. Avant de se demander à quoi s'attendre en 2024 pour les investisseurs crypto, ceux qui veulent diversifier une partie de leur patrimoine dans les crypto-monnaies, ceux qui sont plus ou moins convaincus par le sujet, ça n'est pas l'enjeu ou le sujet du jour. Le sujet, c'est vraiment de comprendre à quoi s'attendre en 2024. Et peut-être avant d'aller en 2024, dresser un premier bilan de cette année 2023 avec des questionnements encore, beaucoup en début d'année 2023. Un Bitcoin qui a ensuite repris du poil de la bête, si je puis le dire ainsi, qui a montré des hausses assez conséquentes sur une partie de l'année. Un espoir aussi peut-être de voir la finance traditionnelle faire un pas de plus vers les crypto-monnaies avec des ETF spot qui arriveraient peut-être en début 2024. Et puis des déboires judiciaires toujours aux États-Unis, notamment entre la SEC et Binance. Bon, alors j'ai donné quelques sujets. Après, on va voir un petit peu ce que vous regardez comme important ou non important de cette année 2024, mais 2023. Mais quel premier bilan peut-on en tirer ? En fait, tout ce que vous venez de reprendre synthétise finalement assez bien cette année 2023. On va d'abord faire le bilan sur le fond. Sur le fond, en début d'année, on sortait de l'année 2022 qui avait été extrêmement sportive en termes de, à la fois en termes de cours, à la fois en termes de cours, en termes de faillite, de scam, il s'était passé énormément de choses et tout ce que la crypto, mais aussi la finance traditionnelle peut donner de pire pour les investisseurs. Donc c'était un peu profil bas, mais sans remettre en cause les fondamentaux, c'est-à-dire l'idée générique et générale à la fois de Bitcoin, d'Ethereum et des smart contracts, et puis de la finance décentralisée, si je veux faire le parallèle avec la finance traditionnelle. Donc on avait des acteurs, certes, qui avaient un petit peu moins le vent en poupe, mais qui ont continué de travailler de manière en gardant une vision. Nous, on dit toujours chez DLPK, notre vision du sujet, c'est à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Cette vision-là a été conservée par un certain nombre d'acteurs. Alors oui, ça a aussi été l'année du grand nettoyage entre les différents cryptos. Je disais souvent, et je l'ai souvent dit sur ce plateau, il y avait à un moment 17 000 tokens qui étaient disponibles. Bien sûr, oui. Et je disais que sur ces 17 000 tokens, il y en avait 16 950 qui ne serviront jamais à rien. Il y a du nettoyage qui est en train de se faire et c'est plutôt une très bonne chose. Ça, c'est là. Est-ce qu'on peut parler de bulle pour autant ou c'était juste une profusion de projets parce qu'on était face à la naissance d'une technologie, ou enfin peut-être pas la naissance, mais en tout cas la compréhension d'une technologie ? C'était un peu des deux parce que forcément naissance d'une technologie, donc énormément de projets, énormément d'idées, de bonnes idées, forcément une bulle parce que il y avait énormément d'argent qui était disponible et investi dans ces projets-là, donc vous avez phénomène de bulle, et puis forcément, comme ça a été le cas sur la bulle Internet des années 2000, à un moment, les projets sont confrontés à la réalité et il faut quand même une entreprise, elle se doit quand même de faire du business, de faire des résultats et de redistribuer la richesse qui est créée. Et s'il n'y a pas de richesse qui est créée, l'entreprise s'arrête. Donc finalement, c'était un cycle assez logique, mais là, on se retrouve vraiment en fin d'année avec des projets solides. Ça ne veut pas dire qu'ils existeront tous encore dans 5 ans, mais en tout cas, il y a un vrai nettoyage qui a été fait. Ça se traduit aussi dans les cours de Bitcoin. Alors, dans les cours de Bitcoin, c'est plus, vous l'avez évoqué, l'arrivée des ETF américains. Oui, c'est ça. On a l'impression que ce qui marque la fin de l'année 2023, c'est un pas de plus de la finance traditionnelle vers la finance décentralisée et un cours de Bitcoin qui, depuis mi-octobre, finalement, est reparti à la hausse. Depuis mi-octobre, il a quasiment pris 50%, si on regarde les chiffres, et il terminera l'année a priori au-dessus des 40 000 $ à peu près, et donc sur une augmentation sur l'année de plus de 150%. Oui, d'accord, donc il y a eu l'accélération de fin d'année, mais on est sur une tendance d'un peu plus long terme. Il y avait quand même une tendance qui est long terme. Mais tout ça, pourquoi c'est une tendance long terme et pourquoi nous estimons que c'est quelque chose de stable et solide ? Parce que c'est construit sur les analyses de fondamentaux. On en a parlé sur ce plateau, les ETF, etc., etc. Si je reviens sur la finance traditionnelle, ça a encore été, là aussi, en termes de construction et de vision, une année assez importante, puisqu'on a vu
KCIS devenir PSAN. KCIS, c'est pas n'importe quoi en termes de custody, de tenue de compte et de conservation. C'est quand même un acteur mondial extrêmement important. On a parlé des ETF. La banque de Lubac qui a annoncé la semaine dernière fournir à ses clients un accès aux cryptos, notamment à Ethereum, à Tezos et à d'autres produits à venir. Ils annoncent une quarantaine de tokens. Banque de Lubac, c'est une banque privée qui est un acteur, tout ce qui est plus traditionnel, alors effectivement extrêmement ouvert. Et puis on le voit nous aussi à la DAN. Qui avait déjà engagé des initiatives avant, notamment sur la conservation des crypto-monnaies, qui était PSAN depuis un bout de temps. Mais là, c'est une étape supplémentaire vers sa clientèle et donc vers les particuliers. Et puis nous, on voit aussi du côté de la DAN, puisque c'est une année, notamment avec la création du comité tokenisation, avec énormément d'acteurs institutionnels. On peut parler de Moody's, on peut parler de grandes banques mutualistes qui sont devenus membres de la DAN, justement pour venir chercher des informations, de la pédagogie, et puis participer à des projets au travers du comité tokenisation pour intégrer ces solutions-là et ces produits dans leur système d'information. Ça veut dire quoi tout ça, Laurent Envion? Ça veut dire qu'en 2024, la finance traditionnelle a compris qu'il faudrait forcément composer avec la finance décentralisée, et inversement d'ailleurs, la finance décentralisée a compris qu'il faudrait composer avec la finance traditionnelle? Alors l'un ne se fera pas sans l'autre, et nous on a toujours refusé d'opposer les deux mondes, parce que finalement il n'y a qu'une seule finance, on n'a qu'un seul patrimoine, il est global, on ne s'est jamais amusé à diviser un patrimoine immobilier d'un côté, un patrimoine assurance vie de l'autre, etc., etc. Donc là il y a forcément une convergence des sujets. Ce qui fera la différence, c'est vraiment la réglementation, parce que jusqu'à présent, du côté des acteurs traditionnels, il y avait un peu de condescendance vis-à-vis de l'enregistrement PSAN, en disant oui, mais c'est pas un agrément, c'est pas vraiment les mêmes règles, etc., etc. Alors que je peux vous certifier que les PSAN, quand ils ont l'AMF et la CPR sur le dos, il y a des PSAN qui ont été radiés cette année aussi. Ça fait partie de l'assainissement de notre écosystème. Donc là encore, ce sont des signes positifs. Et il y a Mika qui arrive exactement. Par contre, c'est vrai que les établissements traditionnels continueront d'attendre un petit peu pour aller, en tout cas sur des projets d'envergure, que Mika soit effectivement transposé en France, que les premiers agréments soient distribués. GeForge a été le premier. On sait que d'autres dossiers d'acteurs historiques sont dans les tuyaux. Mais c'est vrai que ce soit les assureurs et les banquiers, ils aiment bien avoir un cadre qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, parce que c'est plus difficile pour eux d'évoluer dans du flou, en de se dire c'est interprétable, donc je vais plutôt aller dans cette direction, d'être direction. Pour autant, est-ce que les acteurs traditionnels qui voudraient qui voudraient aller sur les crypto-monnaies ne sont pas les mieux placés aujourd'hui pour obtenir un agrément? Alors, on peut supposer que oui, du point de vue, si on se met uniquement du point de vue de la compliance, de la régulation, parce qu'ils ont cette habitude-là. Par contre, il y a quand même un deuxième volet. C'est le métier. Qui est le métier. Et puis, il y a une expertise technique. Enfin, je veux dire, opérer, que ce soit sur de la conservation, de l'échange, de l'échange au sens crypto, de l'échange fiat contre crypto, techniquement, c'est pas du tout la même chose que les marchés financiers. Effectivement. Ma question portait sur le dossier, l'agrément, effectivement. Sur la partie agrément, oui, les banques savent opérer ça. Il y a une dimension technique qu'il ne faut pas négliger quand même. Quelques secondes encore, Laurent Envion. L'enjeu 2024, c'est quoi? On prépare Mika? On prépare Mika pour les acteurs, on se rapproche des acteurs traditionnels. Et puis, petit message à nos amis CGP qui sont un petit peu passés à côté de l'année 2023. Mais ça se comprend compte tenu de ce qui s'était passé en fin d'année dernière. Mais ça va être une très belle année d'un point de vue patrimonial. Et je réinsiste, en termes d'allocation d'actifs, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais il faut en mettre un petit peu et il faut vraiment continuer ou commencer pour certains à s'intéresser au sujet. Actif de diversification donc. Merci beaucoup Laurent Envion, directeur innovation du groupe DLPK et aussi donc groupe DLPK qui est vice-président de la DAN et que vous représentez donc à la vice-présidente de la DAN. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve donc dans Enjeu Patrimoine.